Bonjour à vous les Actunautes. Alors aujourd'hui je suis au comptoir de la mer au Sable d'Olonne. Alors c'est une enseigne très intéressante, spécialisée sur la mer. C'est une enseigne sociale et solidaire. Et aujourd'hui je vous propose de tout savoir sur la meilleure façon de choisir un gilet de sauvetage. Pour cela rencontrons tout de suite Paul Asquier. Paul Asquier c'est le patron de West Sécurité Marine. C'est une des sociétés leaders dans la sécurité en mer. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous est fréquemment posée sur Actunautique. Alors, les Actunautes, posez vos questions et vous voyez qu'ensuite on les traite dans nos émissions. C'est comment on choisit un gilet de sauvetage. Parce qu'effectivement, quand on arrive devant un rayon, on est quand même en droit de se poser des questions. Exactement. Eh bien, c'est une excellente question et on peut l'aborder la première des manières de l'aborder, en tout cas, c'est de se dire quelle est mon obligation réglementaire. Alors là, on va s'adresser aux plaisanciers. Et donc, les plaisanciers doivent être conformes à la division 240, qui dit que c'est de la réglementation. C'est de la réglementation. Et ça dit qu'il doit y avoir sur votre navire un équipement de flottabilité qui soit adapté à la morphologie de l'équipier. Ouais. Et la deuxième chose que cela va dire, c'est qu'il faut le vêtement, la flottabilité va dépendre de la distance des côtes à laquelle on se situe. Eh oui. Donc ces gilets de sauvetage ou ces brassières dont on va parler, ce sont des produits qui sont conformes à une norme, la norme ISO 12402 si on veut être précis, et qui va dire, ça peut être un vêtement de flottabilité de 50 newtons si on est à moins de 2000 des côtes, ça peut être une brassière de 100 newtons si on est à une distance comprise entre 2 et 6000 des côtes. Les newtons, c'est la flottabilité. C'est la flottabilité, c'est la force qui va nous monter. Et puis, au-delà de 6000 des côtes, on va être sur du 150 newtons. Alors, on a la brassière de 150 newtons, mais elle est tellement inconfortable que quand on a une pratique régulière, on va plutôt se concentrer sur le gilet automatique. Et c'est un peu l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est comment choisir le gilet automatique de 150 newtons, celui qui va répondre à la réglementation de la division 240 et à la norme ISO 12402-3. Sachant les Actunautes qu'il n'est pas obligatoire de le porter à bord, mais c'est toujours mieux de le faire parce que partout en Europe, c'est ce que l'on fait et finalement c'est bien. Effectivement, et c'est peut-être le premier critère, le bon gilet c'est celui qu'on va être en mesure de porter tout le temps, par tous les temps. Sans inconfort. Exactement, et la plupart des accidents arrivent quand il fait beau, par mer belle. Donc portons notre gilet tout le temps et pour cela ayons un gilet confortable. Et alors parce qu'on a tous quand même en mémoire les gilets d'antan qui nous cisaillaient la nuque et la nuque tout au long de la journée et quand on rentrait c'était pénible. Exactement, on va en parler dans une seconde. La première chose dont je veux vous parler, c'est que le premier critère de choix, c'est la flottabilité. Et aujourd'hui, on peut vous vendre des gilets 150 newtons, 165 newtons, on voit ici 190 newtons. Tous ces gilets, au final, ils sont conformes à la même norme, celle des 150 newtons. Alors pourquoi préférer justement un 150 à un 190 ou vice-versa? Eh bien, plus la flottabilité est importante, plus le poumon est gros, plus la flottabilité est importante, plus vous allez être, si vous tombez sur le ventre, retourner rapidement et vos voies aériennes vont être dégagées. Mais l'inconvénient d'un gilet avec un trop gros poumon, c'est qu'il va être très condensé et peut-être moins confortable à porter. Donc je vais vous dire, il vaut mieux un gilet confortable qu'un gilet avec un volume de chambre très important. Voilà. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous en avez parlé, c'est la forme du gilet. Historiquement, on a tous fait du bateau quand on était petit avec des gilets qui avaient ce format-là, format fer à cheval. On le portait sur la nuque et au bout d'une demi-heure, on n'avait qu'une envie, c'était de l'enlever. Moralité, on ne mettait pas son gilet. C'est du vécu. Et donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des gilets qui sont préformés. Là, on a plusieurs modèles. C'est très intéressant parce qu'on voit effectivement que le gilet en fait épouse parfaitement la nuque. Et les épaules, en fait, ils reposent sur les épaules. Exactement. Alors, je vais me permettre même d'en mettre un, si les Actunautes me l'autorisent. Ils autorisent les Actunautes. Ils sont en train d'apprendre plein de choses. Et comme c'est bientôt Noël, on le voit au sapin qui est derrière vous. Si on veut offrir un gilet à quelqu'un de sa famille ou un ami, au moins on sait tout ce qu'il faut faire. Voilà, là, je porte un gilet qui est préformé. Vous voyez, rien ne repose sur ma nuque.
tout repose sur mes épaules. Vaut mieux un gilet qui pèse, vaut mieux porter 1 kg sur les épaules que 500 grammes sur la nuque. Donc un gilet préformé, c'est la garantie d'un confort. Un autre sujet, on voit que ce gilet, il remonte très haut. Ouais. Hein, par rapport à ce qu'on a, les souvenirs qu'on a, c'est un gilet qui serre sur le ventre et qui nous rend malade. Ouais. En fait, un gilet qui est serré au niveau des côtes, c'est un gilet qu'on peut serrer fortement et qui ne va pas être inconfortable. Donc ça, c'est très important. Je me permets de dire que un gilet qui n'est pas ajusté par rapport à la personne, c'est un gilet qui va s'ouvrir quand il va se gonfler ou alors qui va remonter quand il va se gonfler. Donc un gilet doit être bien fermé. La bonne règle, c'est de se dire je peux passer juste un point et pas plus entre la boucle et mon corps. Et ça voudrait dire que le gilet est bien serré. Donc voilà, on a un gilet qui est bien préformé, qui n'appuie pas sur la nuque, donc il est confortable. Donc première règle, c'était le volume de la chambre. Deuxième règle, c'était la préforme de l'enveloppe extérieure. Ce qui m'amène au troisième critère, c'est justement cette enveloppe extérieure. Et là, on a également plusieurs choix qui s'offrent à nous. Ici, j'étais sur un gilet avec un revêtement extérieur en tissu. Ouais. Voilà, gros plan sur ce tissu. Alors que ici, je suis sur un gilet qui a un revêtement extérieur en PVC enduit, en enduit PU. C'est le tissu Nil Pêche de Guy Cotten. Ouais, et on voit que là, on est sur deux usages différents. C'est quoi justement l'usage? Là, on fait de la plaisance, on fait de la voile, on est un voileux. Non, mais on se salit pas en tout cas. Donc on préfère avoir du tissu. Ça respire mieux, c'est peut-être plus agréable à porter. Là, on fait de la pêche promenade, on veut quelque chose qui puisse se nettoyer, quelque chose qui ne va pas prendre les odeurs. Et on va opter pour une enveloppe extérieure qui va être plutôt en PVC. D'accord. Donc voilà, l'enveloppe extérieure est un choix qui est important. Ensuite, en termes de durabilité, on peut regarder aussi si c'est une fermeture éclair ou si c'est du scratch. Voyez-vous ? Alors, on a un modèle de scratch, j'en ai un ici, voilà. Ah oui, on comprend tout de suite la différence. Donc la durabilité va plutôt s'orienter sur une fermeture éclair en plastique. Les fermetures éclair en acier peuvent évidemment se corroder. Ouais. Voilà. Ensuite, l'autre critère de choix qui est important, c'est le système de déclenchement. On a ce qu'on appelle la pastille de sel. Ouais. En fait, on a deux grandes familles de systèmes de déclenchement. La première famille, c'est un élément hydrosoluble qui va se dissoudre, qui va relâcher un ressort, qui va venir perforer la bouteille de CO2 qui va gonfler le gilet. Donc on a l'élément hydrosoluble historique, c'est une petite pastille de sel qu'on vient glisser ici. Là, on est sur un déclenchement cadématique. C'est-à-dire que quand on tombe à l'eau, la pastille se dissout, absorbe l'eau, elle se dissout, ça déclenche le ressort sur là, ça déclenche le gilet. Et ça, c'est quasiment immédiat la dissolution? C'est quasiment immédiat, c'est très très fiable. C'est presque trop fiable, c'est-à-dire que ça peut se déclencher à l'humidité ou si on ne l'entretient pas assez. C'est pour ça qu'on a d'autres éléments hydrosolubles là, avec les déclencheurs qu'on appelle UML, voilà. Où on a remplacé la pastille de sel par d'un enroulement de ouate de cellulose. Ça se dissout aussi. Ça se dissout un peu moins vite et ça va un peu moins subir l'humidité. On est sur quelque chose d'un peu plus performant. Et puis, on a un déclenchement par pression hydrostatique. Donc là, c'est une fois que vous êtes immergé dans l'eau, l'eau vient émettre une pression sur une petite membrane. Cette membrane qui est ici va exploser et ça va libérer le ressort qui va faire déclencher le gonflage du gilet. Ça, c'est amarre en fait. Ça, c'est le fameux déclencheur amarre. Alors, l'avantage du déclencheur amarre, c'est que si par exemple je suis numéro 1 sur un voilier et que je suis en train de faire mon spi et que je me prends une vague sur la tête, ça ne va pas se déclencher. Alors qu'avec du sel, avec du sel, on pourrait se retrouver avec un petit peu plus de complexité pour faire le spi. Par contre, imaginons qu'on tombe sur le dos et qu'on ne bouge pas, on pourrait avoir un gilet qui ne se déclenche pas. Il faut être immergé à plus de 20-30 cm pour que ça se déclenche. Donc là encore, on questionne notre usage. Si on se prend des paquets de mer, on choisit du amarre. Ouais. Si on ne se prend pas forcément beaucoup de paquets de mer, on peut choisir un élément UML, avec UML voilà, ou pastille de sel, exactement. Donc quelqu'un qui fait du bateau à moteur par exemple, qui a un console centrale hors bord, qu'est-ce qu'on lui conseille plutôt? Console centrale hors bord, il ne prend pas des paquets de mer non plus, on lui conseille un UML. Et d'ailleurs, ça me permet d'arriver sur le critère d'après, merci Nicolas, c'est de dire est-ce que je choisis un gilet avec une boucle métallique ou un gilet avec un clips?
Ah oui, alors ça, les C'est une ActuNotes, vraie bonne question. ça, c'est une vraie bonne question. Personnellement, je préfère grandement le Clips. Et alors, Parce que ça change tout. effectivement. Alors, si je fais du bateau à moteur, j'ai pas besoin de longe pour me déplacer sur mon bateau. Ouais. Alors, je vais choisir un Clips. Le grand avantage du Clips, c'est que je ne sais pas si vous avez cette expérience-là, mais quand on a les mains froides après une après-midi à l'extérieur, pour enlever et manipuler c'est ça, galère. c'est un peu galère. Ouais. Alors, si on n'a pas besoin, si on n'est pas un voileux, qu'on n'a pas besoin de s'accrocher, on va plutôt choisir un Clips plastique qu'une boucle métallique. Pourquoi on a cette boucle métallique? Parce que cette boucle métallique, elle nous permet d'avoir la boucle textile, qui est une boucle pour accrocher sa longe. On appelle ça une boucle harnais. Voilà. Donc la boucle harnais, elle peut être textile là chez Crusaver, mais historiquement, elle existait en inox. Voilà. Donc qui dit boucle harnais dit fermeture un petit peu plus compliquée. Et les nouvelles technologies, notamment ce qui se fait pour la course au large, là on a sur un Crusaver ErgoFit 190 Newton, c'est... Là ils ont associé le meilleur de tout. Voilà, le meilleur des mondes. Donc on a à la fois le Clips et la boucle textile pour accrocher son harnais. Donc ça c'est la version avec ou sans boucle harnais. Et puis les autres versions qui existent, c'est avec ou sans sous-cutal. Voilà. Un gilet qui n'a pas de préforme, comme celui qu'on a montré, on a réellement besoin d'une sous-cutale parce que quand il va se gonfler, sinon il va remonter. Un gilet qui est parfaitement préformé, bien tenu sur les épaules, bien serré sur le haut du corps. Et qui est assez haut, donc en fait il ne peut pas remonter. Et qui est bien serré, voilà, il va moins remonter et donc la sous-cutale peut être optionnelle. Voilà. Enfin, c'est toujours rassurant quand même la sous-cutale parce qu'on se dit que c'est saturé bretelle. C'est ça. Mais si on doit se rappeler de quelque chose, c'est de se dire que le bon gilet, c'est celui qu'on va porter toute la journée. Ouais, sans gêne. Sans gêne. Donc il faut qu'il soit ergonomique et il faut qu'il soit adapté à mon usage. Alors vous, l'évolution ces dernières années, vous avez vu quelle évolution? Parce que vous êtes un des plus gros vendeurs, distributeurs de gilets de sauvetage en France. Vous faites partie vous êtes la filiale d'une coopérative maritime, donc en plus vous sélectionnez des modèles qui correspondent aux attentes des professionnels. Donc vous savez ce que c'est que la sécurité en mer pour des gens qui sont quand même en mer toute la journée. C'est quoi les grandes tendances que vous voyez sur ce marché? Alors déjà la tendance, c'est que depuis 2008, depuis que le gilet est obligatoire pour les marins professionnels, ils sont de plus en plus portés et on en révise de plus en plus. Aujourd'hui, chez West Sécurité Marine, on révise plus de 10 000 gilets par an. Donc on les voit passer. Ça aussi, parce que le gilet qu'on a acheté, il faut le réviser. C'est ça. Oui, on les voit passer tous les ans pour les professionnels. Et pour les plaisanciers, c'est pas obligatoire. Et on pourra peut-être faire une petite question là-dessus, la révision. Mais on les voit passer de plus en plus. Ce qu'on peut dire, c'est que de plus en plus, les gilets sont préformés. De plus en plus, on sent qu'il y a la course à l'échalote chez les fabricants pour avoir des poumons de plus en plus gros. Et parfois, ça se fait aux dépens de l'ergonomie et du confort du gilet. Donc moi, j'invite les gens à plutôt avoir des gilets qui ne sont pas surdimensionnés en termes de taille de poumon, mais confortables, préformés. C'est ça les grandes tendances. Alors la révision. J'ai justement mon console centrale, on m'a offert un magnifique gilet UML, préformé. Super. Et alors, je suis heureux. Alors c'est quoi une révision? Vous êtes plaisancier, donc vous n'avez pas d'obligation de faire réviser votre gilet par un professionnel. Lorsque les autorités maritimes, si elles vous rencontrent sur l'eau, elles vont vous demander vos équipements de flottabilité. Il faudra leur montrer que les éléments qui sont périssables sur ces gilets aient bien été remplacés. C'est-à-dire, si je prends celui-ci, la cartouche hydrosoluble, si elle a bien été remplacée avant mai 2027. D'accord. Donc c'est ça. Donc en fait, il y a des dates de péremption. Il y a des dates de péremption sur les cartouches de sel, sur les lampes flash, sur les bâtons scialume, et c'est ça que vont vérifier les autorités maritimes. Donc en fait, quand on achète un gilet, il faut noter quelque part les dates. Ou le regarder de temps en temps. Le regarder de temps en temps pour être au courant en fait. Ce que je peux dire, c'est que en fait, n'essayez pas forcément de gonfler le gilet tout seul et de le replier vous-même. Si vous allez gonfler avec le tube oral votre gilet, vous risquez de mettre de l'air humide à l'intérieur du poumon et de dégrader le poumon. Donc
Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut acheter un gilet de bonne qualité qui va durer plus de 10 ans. Ouais. Et durant cette période-là, remplacer les pièces détachées au fur et à mesure. temps Et en 2 temps. ou 3 fois dans la durée de vie du produit, faites-le réviser par un professionnel qui va le gonfler exactement à la pression demandée par le fabricant, qui va contrôler l'ensemble des coutures, des sangles, de l'enveloppe extérieure et qui va vous le replier exactement de la même manière que le fabricant vous l'a fait. Parce que chacun des techniciens a été agréé par le fabricant pour réviser le votre gilet. Alors justement, j'ai un gilet, et puis un jour, je tombe à l'eau pour une raison X ou Y, il se déclenche, je me dis formidable, ça fonctionne. Très bien. Quid ensuite? Parce que voilà, qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ce gilet qui a fonctionné? Là, on l'envoie en révision? Vous l'envoyez en révision, clairement. Si vous êtes un plaisancier, vous l'envoyez en révision et on fait un check-up complet, vous le rincez, vous le laissez sécher, vous nous l'amenez. Et on fait comment pour une révision concrètement? On va où? Concrètement, on fait comment? Alors, vous allez chez votre chip chandler, Ouais. qui peut nous l'envoyer s'il n'est pas agréé. Ou Tout vous allez- enseigne en fait. Voilà, tout enseigne. Ou vous allez nous voir directement dans d'une des 6 stations West Sécurité Marine sur le littoral Manche et Atlantique. Et donc c'est assez. Ça prend combien de temps? Ça prend pas plus de 15 jours pour réviser votre gilet. D'accord. Et on le récupère tout replié, Replié, prêt à, propre, prêt à être servir. déclenché. Voilà. Je voulais juste rajouter un petit point, si tu me l'autorises. La tendance des 2 dernières années, c'est de rajouter des balises individuelles dans les gilets Ouais. qui vont se déclencher automatiquement. Et des petites pochettes généralement prévues. Eh bien, je voulais juste vous dire que ces balises, elles vont se glisser et qu'il y a des gilets qui ne permettent pas l'intégration des balises parce qu'ils sont trop resserrés. Donc typiquement là on est sur des gilets Crew Saver. Ouais. On va voir que sur le 165 Sport, on ne va pas avoir la possibilité d'intégrer une balise intégrée. Alors que sur un 180 Pro, on va avoir la taille pour intégrer cette balise. Donc un conseil que je peux donner aux plaisanciers, c'est de dire vous achetez une balise individuelle, faites-la installer par votre vendeur dans votre gilet. Ouais. Et vérifiez bien que cette balise puisse s'intégrer dans votre gilet avant d'en faire Avant une d'acheter. acquisition. Exactement. Ça c'est encore une question qu'il faut se poser. Exactement. Encore une de plus. C'est pour ça qu'on est là, pour y répondre. C'est pour ça qu'on est là. On est au sein d'un magasin Comptoir de la Mer. En fait, c'est une enseigne sociale et solidaire qui appartient aux coopératives maritimes. Et en fait, c'est vraiment un rayon, les gilets de sauvetage, qui est très important chez eux. Oui, alors les comptoirs de la mer sont une antenne qui appartiennent aux coopératives maritimes, tout comme West Sécurité Marine appartient aux coopératives maritimes. Donc on est vraiment des entreprises qui sommes au soutien de la filière pêche. On a des capitaux qui sont des capitaux détenus par des pêcheurs et des coopératives maritimes. Voilà. Effectivement, la sécurité est importante et nous, on est l'acteur, conseil, vendeur et réviseur pour les comptoirs de la mer et les coopératives maritimes. Donc quand on parle de sécurité en mer, chez West Sécurité Marine ou au Comptoir de la Mer, c'est quelque chose qui est dans l'ADN. Parce que tous les jours, vous avez des milliers d'adhérents aux coopératives qui sont en mer et qui quelque part risquent leur peau quand même. Exactement. Un métier dangereux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, un point que je voulais ajouter, c'est qu'il y a une gamme de produits qui est dans tous les comptoirs de la mer. Et puis on a aussi un site internet qui permet de voir les produits comptoirs de la mer. Donc vous avez les produits que West Sécurité Marine distribue, on les distribue à travers les comptoirs de la mer, mais aussi sur le site comptoirdelamer.fr. D'accord. Donc en fait, ce qui permet vraiment d'avoir un choix, j'imagine, beaucoup plus large. Beaucoup plus large, Parce que exactement. chaque magasin n'a pas forcément la taille pour tout rentrer. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci Nicolas. Voilà les aquinotes. Vous vouliez savoir comment on choisit un gilet de sauvetage. Bon, je pense qu'on a bien répondu à vos questions. Et sachant que c'est bientôt Noël, voilà, quelle belle idée que d'offrir un gilet de sauvetage à quelqu'un qu'on aime. Voilà, à très bientôt sur ActuNautique.